Salut à tous, c'est Bourrichon, on se retrouve pour l'analyse de la 23e journée du top 14. Une journée riche en émotions. Et comme d'habitude, on commence par les matchs et le premier de la journée, à savoir Perpignan ASM. Alors franchement, quand on a regardé le match en direct, quand on regarde la première mi-temps, on s'imaginait pas à la fin que l'ASM allait sortir vainqueur. L'USAP semblait en confiance et surfait sur sa bonne dynamique. Dans le jeu déployé, c'était plutôt simple et efficace, et il gagnait même les collisions devant. A l'inverse, on sentait l'ASM plutôt en proie à un certain doute, notamment dû à la demi-finale perdue d'un seul point face aux Sharks la semaine précédente. Et au final, l'ASM a su puiser dans ses ressources pour aller chercher un succès précieux sur la pelouse de Perpignan, et on peut dire que c'est un petit exploit. En fait, ce qui a permis à l'ASM de gagner, j'ai trouvé que c'est le retour de la mi-temps, où il y avait déjà presque 21-6, si ma mémoire est bonne, et l'ASM a commencé à pousser de plus en plus fort et à pousser l'USAP à la faute. Ça s'est traduit notamment par 3 cartons jaunes sur les 25 dernières minutes pour l'USAP, et c'est pendant cette période-là que l'ASM est revenu dans le match et a au final gagné. Puisqu'en effet, les essais de Clermont qui leur permet de revenir au contact et même de repasser devant, ils ont été inscrits quand l'USAP était à 14. L'USAP peut se mordre les doigts parce que je pense qu'ils avaient toutes les cartes en main pour essayer de jouer les troubles faits dans cette fin de saison et accrocher un top 6. Mais là, je pense qu'ils se sont grillés et malheureusement, ça me semble compliqué au vu du calendrier pour qu'ils puissent atteindre cette phase finale. Ils se sont sabordés tout seuls et ont mis un peu trop d'agressivité, ils ont eu un excès d'engagement, à l'image des cartons jaunes de Brazo, mais on peut citer Faso sur l'action, et aussi de Nakalevu en fin de match. Un autre joueur qui a eu un excès d'agressivité, c'est Fabien Sanconi, le joueur du Racing 92, le Racing qui recevait Bayonne. Alors déjà, j'aimerais dire que pour moi, le score ne reflète absolument pas le match. Je suis désolé, mais le Racing, je sais pas comment ils ont fait pour marquer 28 points. Et franchement, heureusement qu'ils prennent aucun point de bonus sur ce match, parce que je trouve que ça aurait été pas mérité. Franchement, j'ai trouvé juste que la stratégie du Racing était pas du tout adaptée. Je ne sais pas pourquoi ils s'entêtaient à aller en touche plutôt que de prendre les points, sachant que Bayonne était plutôt indiscipliné. Et qu'à l'inverse, la touche du Racing, elle était pas forcément dans son meilleur jour. Et pourtant, non, dès qu'il y avait une pénalité dans le camp de Bayonne, ça allait en touche, et au final, ça a été payant qu'une seule fois, en première mi-temps, sur l'essai de Kamisha. Après, Bayonne a super bien défendu. Et franchement, juste pour ça, juste pour cette erreur stratégique, je suis content qu'ils ne prennent 0 points. De plus, Bayonne, ça a envoyé du jeu, et on retrouve un petit peu ce visage de l'aviron bayonnais qui nous avait fait tant plaisir, notamment la saison dernière. Et comme la défense du Racing était très friable, ils ont pris du plaisir. Pour une fois qu'une délocalisation sert Bayonne, je pense qu'ils peuvent être contents. Mais du coup, avec tout ça, le Racing a grillé un joker et voit revenir d'autres concurrents, notamment la section paloise qui recevait Oyonnax. Bon là, avant le match, on se disait, Pau va engranger un maximum de points, ça va faire plus 5 au classement et ils vont pouvoir revenir dans la lutte au top 6. Bon, au final, c'est ce qui s'est passé, mais ça n'a pas été si simple. Moi, j'ai trouvé qu'Oyonnax, comme à leur habitude, ils ont jamais fermé le jeu, ils ont beaucoup tenté et ils ont eu, pour le coup, eux aussi, une stratégie un peu spéciale, à savoir taper beaucoup, dans le sens faire des petits coups de pied à suivre, des petits coups de pied par-dessus. Mais là, comme pour le Racing avec les touches, ça n'a pas été trop payant. Et à l'inverse, du coup, ça permettait de rendre des ballons à la section, et sachant que la section est très forte en contre-attaque avec Maddox et Atisogbe, ça a fait au final plusieurs essais pour Pau qui leur ont permis d'empocher ce point de bonus. Un autre problème aussi pour Oyonnax, ça a été le fait qu'ils aient fait trop de fautes au sol. Je sais pas combien de fois ils ont été pénalisés dans les rucks, mais ça a été beaucoup trop. À chaque fois, ils arrivaient en retard ou dans des mauvais timings, et donc ils étaient pénalisés. Si on rajoute aussi les fautes de main, parce qu'il y a eu pas mal dans l'avant, Oyonnax juste n'était pas assez précis pour espérer quelque chose à Pau. Et à l'inverse, les Palois, c'est grâce à leur domination devant et dans les rucks qu'ils ont pu gagner. En effet, il y a notamment l'essai de Gorgadze au début qui illustre parfaitement pour moi cette domination devant, puisque ça part donc d'un ballon qui est contré par la section paloise, puisque c'est la section qui mettait une bonne pression dans les rucks, et grâce à ça, Gorgadze peut les marquer. Mais globalement, en fait, tout le match, les avants de la section ont roulé sur le paquet d'avant de Yonax. On peut le voir aussi notamment avec cet essai d'avant marqué par Sam Whitelock. Oui, Sam Whitelock a marqué un essai. Enfin, la dernière mention que j'aimerais faire, c'est à la charnière, parce que je trouve que Dobania Simmons ont fait un énorme match. Et petite mention à Dobania, mais j'en reparlerai plus tard. Une autre équipe qui revient sur les talons du Racing, c'est le Castres Olympique qui recevait le MHR. Bon, après, ils n'ont pas de quoi s'enflammer parce que c'était très compliqué. Franchement, c'était deux équipes très accrocheuses et qui avaient le même niveau sur ce match. Que ce soit l'une ou l'autre qui gagne, pour moi, ça aurait été pareil. Les deux équipes ont eu leur période de domination. 4, ça a été notamment entre la 30e et la 65e environ, et le MHR plutôt les deux autres. Mais évidemment, ce qui a fait la différence, c'est la réussite des buteurs. Poplin était dans un bon jour quand Léo Colli a manqué beaucoup trop de coups de pied. C'est dommage parce qu'en plus il fait un bon match dans le jeu. Mais malheureusement, face au Perche, il a pas été performant. Bon, après j'ai dit que Castres revenait à hauteur du Racing,
Mais malgré cette victoire, je les vois pas en phase finale. Pour moi, ils ont pas un jeu assez consistant, assez développé pour pouvoir espérer se qualifier. Il y a trop de manquements, il y a trop de trous d'air, et surtout que ça joue une équipe de Montpellier qui est pas en confiance en ce moment, donc qui gagne d'un point contre cette équipe-là. Ça prouve que Castres n'est pas dans une pleine confiance, et je les vois pas aller chercher une qualification. Une autre équipe qui selon moi va galérer à se qualifier, c'est La Rochelle qui se déplaçait à Bordeaux. Bon là, sur ce match, il y avait rien à dire. L'UBB a crucifié des Rochelais qui semblaient vraiment cuits. En tout cas, ils semblaient fatigués, quoi. Ce qui a été impressionnant, bon, beaucoup de gens m'en parlaient, mais c'est vraiment le paquet d'avant de l'UBB. Ils ont su contenir tout le match les assauts Rochelais. Skelton et Antonio, entre autres, n'ont jamais avancé. Et même plus que ça, j'ai trouvé que c'était l'UBB qui avait dominé les collisions. Et puis après, forcément, en dominant et en avançant, c'est facile de jouer derrière. Et avec les trois quarts qu'il y a à Bordeaux, ils ont juste lâché les chevaux et c'est passé. L'UBB a montré un jeu complet, que ce soit devant, donc je viens de le dire, mais aussi dans la gestion du jeu au pied. Ils ont beaucoup occupé et beaucoup mis la pression. Et puis dès qu'il fallait envoyer du game, ils l'ont fait parfaitement. Franchement, ils sont en pleine confiance en ce moment, à l'inverse des Rochelais. Les Rochelais, comme je disais, ils semblaient cuits. Et franchement, je trouve que Ronan O'Gara a un peu abusé. Je m'explique. La semaine dernière, la plupart des clubs, du coup, qui ne jouaient pas les demi-finales de Champions Cup et de Challenge Cup, ont pris quelques jours de vacances. Et non, La Rochelle, eux, ont travaillé dur et ont fait une prépa physique. Et ça, je trouve ça totalement débile parce que ça ne porte pas ses fruits. Les joueurs sont rincés sur une saison qui a rallonge avec la Coupe du Monde et tous les autres événements. Donc je trouve ça totalement con. Mais bon, au-delà de ça, j'ai trouvé que le jeu de La Rochelle était hyper stérile. Franchement, il n'y a eu qu'une seule vraie attaque de La Rochelle dans le match, c'est l'essai d'Astoy. Sinon, à part ça, le jeu, il y avait rien en fait du côté de La Rochelle. Et ce que j'ai pas compris, c'est qu'on avait une défense de l'UBB qui montait plutôt en inversé, c'est-à-dire que le 13 montait très fort, très vite, et avec l'ailier, et du coup par les coups de pied par-dessus, en tout cas les diagonales vers son ailier, pouvait être bonne à jouer. Et non, La Rochelle ne l'a jamais fait, ou en tout cas l'a fait trop peu de fois, pour mettre en danger la défense de l'UBB. Et ce manque d'adaptation, je l'ai pas compris, parce que normalement avec les joueurs qu'il y a à La Rochelle, ils devraient le voir c'est quoi jouer. Mais là ça prouve juste que ils ont plus de lucidité les mecs. Et je pense qu'Ogara devrait faire souffler un petit peu ses cadres s'il veut espérer se qualifier. En fait, Ronan O'Gara devrait prendre exemple sur Hugo Mola, qui lui fait bien tourner ses troupes, et ça s'est vu ce week-end quand Toulouse recevait le Stade Français. Et oui, parce que ça y est, le top 14 a enfin un leader digne de ce nom. Le Stade Toulousain, en fait, il a fait tout simplement qu'une bouchée d'un très pauvre Stade Français. Si vous suivez régulièrement mes analyses, je le dis, que le Stade Français n'a pas de jeu, il se contente juste d'un gros paquet d'avant, une bonne occupation, et une défense de fer. Mais là, dans ces trois catégories, ils ont été médiocres face au Stade Toulousain. Bon, évidemment, en attaque, on n'a pas été surpris, il n'y a pas eu grand-chose, à part du coup une petite relance de Joris Second et une pénalité rapidement jouée par Pérez Blanc. C'est tout ce qu'ils ont fait en attaque pendant le match. Alors qu'à l'inverse, les Toulousains, comme à leur habitude, ça jouait debout, ça jouait bien, et j'ai l'impression qu'ils avaient même pas eu trop à forcer pour marquer autant d'essais. Parce que finalement, il y a eu quand même pas mal d'imprécisions du côté toulousain, pas mal d'en avant, tout ça, et même pas mal de pénalités, et pour autant, ils mettent 49 points au leader du top 14. Surtout qu'il faut rajouter que certains cadres étaient laissés au repos, ou au moins étaient sur le banc. Évidemment, il y a l'exemple de Dupont qui n'est même pas rentré. Et avec ce jeu-là, le Stade Toulousain s'arme d'une confiance énorme, et est en route pour le doubler, en tout cas c'est ce que je pense. Alors que le Stade Français de son côté, je pense qu'il va falloir batailler dur pour conserver cette deuxième place. Dimanche prochain, ils reçoivent l'Union Bordeaux-Bègles qui est en feu en ce moment, et vu la différence de jeu entre ces deux équipes, j'ai peur que le Stade Français perde sa seconde place. Surtout qu'au niveau de la dynamique, le Stade Français en top 14 reste sur 2 branlées, à Clermont et à Toulouse. Et là, dimanche, faut pas qu'ils en prennent une troisième. Enfin, on va parler du dernier match dont je n'ai pas parlé, à savoir Toulon qui recevait Lyon. Bon, la première mi-temps, c'était un peu rompiche. Il n'y a pas grand chose à retenir, à part le fait que Toulon dominait ce match. Mais alors la seconde mi-temps, elle est un peu plus folle dans le scénario. On a eu une espèce de chassé-croisé entre les deux équipes et c'était assez plaisant à regarder. Et ce match, il aurait pu tourner en faveur des Lyonnais, mais il y a eu un manque de constance tout au long du match. En effet, ils galéraient à marquer des points et dès que ça arrivait, tout de suite, ils reprenaient la pression et à leur tour, ils concédaient des points à Toulon. Et au final, c'est avec ce manque de discipline et ce manque de constance en défense que Toulon a pu marquer ses dernières pénalités et permettre à Toulon de gagner et ne même pas laisser un point de bonus à Lyon. Et c'est dommage, moi j'aurais trouvé ça mérité que Lyon parte au moins avec un point du VAR, parce que franchement, vu la physionomie du match, il l'aurait mérité. Le RCT, avec cette victoire, se rapproche des phases finales, quand Lyon semble sauver, vu que Montpellier est assez loin, mais il faut qu'il fasse gaffe quand même. On passe maintenant au top et au flop. En top, j'ai commencé par Marius Daumont. En effet, c'est un jeune joueur que j'apprécie beaucoup parce qu'il a une envie de jouer débordante, il ose,
malgré son jeune âge, et je l'ai trouvé même rassurant au poste de 15, il s'échappe pas en défense, il est fiable au jeu au pied, en fait il est bon dans tout ce qu'il fait, sans être non plus flamboyant, mais j'ai bien aimé son match. Ensuite je vais continuer avec le deuxième ligne castré, Tom Staniforth. Bon, comme à son habitude, il fait un travail de l'ombre exceptionnel, et puis même en attaque on l'a vu très disponible, et même très percutant, très tranchant, avec des bonnes courses, et il est récompensé notamment avec un essai. Enfin, le dernier top, c'est Thibaut Daubagna. J'ai trouvé sa gestion parfaite, avec une alternance jeu au pied, jeu à la main vraiment excellente, et on voit que c'est vraiment le leader de la section paloise. Évidemment, je vais mentionner son essai où il court 80 mètres et il a des cannes, vraiment que je ne soupçonnais pas chez lui. Pour ce qui est des flops maintenant, je vais commencer par deux Rochelais, parce que j'ai trouvé que tout simplement ces deux joueurs avaient fait un match très mauvais et j'étais obligé de les citer. Alors je vais d'abord parler du capitaine, à savoir Grégory Alldritt. Bon, franchement, ça se voit que, à l'image de son club, qu'il est juste rincé physiquement. Il faut qu'il prenne des vacances. Parce que là, il n'a pas été percutant du tout, ça se voyait qu'il était cuit, mais cuit, enfin ça se voit vraiment sur lui. On se posait même la question s'il était blessé. Et évidemment, il y a cette bourde sur l'essai de Penaud, une poitronnade, comme on l'appelle dans le milieu. On enchaîne tout de suite avec l'autre Rochelais dont je vais parler, à savoir Antoine Astoy, qui a juste été catastrophique. Franchement, il marque un essai, mais ça sauve absolument pas toute la merde qu'il a fait pendant le match. Et ça me fait chier parce que c'est vraiment un joueur que j'aime beaucoup. Mais là, de cette saison, je sais pas ce qu'il a, il est en manque de confiance. Et ça se voit qu'il a eu un jeu au pied vraiment cata, avec plusieurs touches directes, des coups de pied directement dans l'embut, des mauvais choix aussi dans le jeu, sa gestion a pas été bonne. Et je comprends pas le fait d'avoir mis Russ hors groupe, alors que Astoy a fait un match horrible. Tout comme d'ailleurs Pierre Poplin, le numéro 10 castré. Déjà, les deux premiers essais de Montpellier, ils sont pour lui, c'est lui qui fait de la merde. Il a aussi été pénalisé et était à la limite à chaque fois avec des plaquages sur des joueurs sans ballon. Et dans sa gestion, je l'ai pas trouvé très bon. Le seul truc qu'il a fait de bien, en fait, c'est ses jeux au pied sur des coups de pied de pénalité. Pour ce qui est du classement, comme j'ai dit, Toulouse reprend le fauteuil de leader et à mon avis, ils vont plus le lâcher. Perpignan, je pense, ça va être compliqué pour qu'ils aillent chercher le top 6. Et pour ce qui est de la bataille pour le maintien, Montpellier semble condamné à cette 13e place. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche, m'écrire un commentaire et laisser un like, ça m'aiderait grandement. Bref, j'arrête de vous saouler, c'était Bourrichon, ciao ciao.